Nous sommes en février 1974. Un roman qui nous vient des profondeurs est en train de dévorer des lecteurs en quête de frayeur. Il s'agit de Jaws, Les Dents de la Mer de Peter Benchley. Le monstrueux succès qui est en train de connaître ce livre remonte aux oreilles des producteurs David Brown et Richard Zanuck. Ils veulent les droits pour adapter l'histoire sur grand écran, et ils les auront. Ces derniers finissent par choisir un réalisateur, à l'époque âgé de 28 ans, Steven Spielberg. Salut étrangers du net, et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des Dents de la Mer. Dans un documentaire, Steven Spielberg confie « C'était l'expérience de production la plus difficile que j'ai connue et j'en fais toujours des cauchemars. » Cela peut paraître étonnant aujourd'hui. Le film a rencontré un succès énorme et est une référence en termes de film d'horreur. On pourrait penser que tout s'est passé comme prévu et que le film, que ce soit au sujet de son scénario ou de sa réalisation, était tout simplement bien ficelé, bien pensé. Eh bien, non. Dès le départ, c'est le bordel. Quand la production du film commence, les rôles ne sont pas encore tous distribués, il n'y a pas de requin et surtout pas de script. À ça s'ajoute la mauvaise météo qui coule pratiquement le bateau prévu pour le film et qui bloque le tournage. Surtout que Steven Spielberg ne veut pas se contenter d'un lac ou d'un studio avec un énorme réservoir d'eau pour les scènes en dehors du port. Non. Il lui faut l'océan Atlantique, bien sûr. Je vous laisse imaginer la difficulté que cela représente pour l'équipe technique. Mais bon, c'est sûr que ça renforce l'immersion du spectateur dans le film. Et tout ça n'a rien face à la difficulté que toute l'équipe du film va rencontrer avec la star du film, le requin blanc. Nous sommes en mai 1974. Le tournage des Dents de la Mer commence et il manque toujours un tout petit élément, le requin. Les producteurs ont tout d'abord pensé qu'ils pouvaient faire appel à un dresseur de requins. Sauf que ça n'existe pas vraiment en fait. Il existait bien des dresseurs de dauphins, mais pas de requins. Et puis de toute manière, vu les scènes à réaliser, je ne suis pas sûr que ça aurait fait l'affaire. Je suis caché. Vient donc l'idée du requin artificiel. Et c'est là que vont commencer les vrais problèmes. Il faut sortir le film tant que le livre est un best-seller. De plus, une grève pouvait éclater dans le monde du cinéma américain, et risquait donc de ralentir la production. Il fallait donc agir rapidement. C'est vous dire la pression qui pèse sur les épaules de Steven Spielberg et toute son équipe. Faire un robot en peu de temps représente un énorme challenge. Certains disent qu'il faudrait 3 ans de développement. Or le tournage doit être terminé en quelques mois. De plus, Spielberg veut montrer le requin à l'écran dès le début du film. On comprend mieux pourquoi il en fait toujours des cauchemars. Pour accomplir ce miracle, la production se tourne vers le talentueux Monsieur Matty, qui paraît être le meilleur candidat étant donné qu'il a déjà créé un monstre subaquatique. Le calamar géant de 20 milieux sous les Prends mers. ça, monstre. Eh oui, rien que ça. Ben ouais, ma gueule. Tu m'étonnes qu'il est sorti de sa retraite pour leur donner un coup de main. Bob Matty commence par proposer un requin commandable via une grue. Petite anecdote, Steven a nommé ce requin Bruce, qui est le même prénom que son avocat. Coïncidence ? D'ailleurs, quand on y pense, Spielberg n'aurait pas un souci avec les avocats. I'm not a pirate. So happens I am a lawyer. Kill the lawyer! I'm not that kind of lawyer. Après des mois et des mois de dur labeur, le requin est construit, partie électrique comprise. Le robot est testé dans un réservoir d'eau, et ça fonctionne! Ce dernier est donc envoyé sur le lieu de tournage. L'équipe du film, tout excitée, teste leur énorme jouet dans l'océan, et ça ne fonctionne pas du tout. Et oui, malheureusement, l'équipe de conception du requin avait testé le robot dans de l'eau douce. L'eau salée avait la fâcheuse tendance à détraquer les circuits électriques. Il fallait donc trouver une autre solution. Ils ont donc refait un requin, mais cette fois, bye bye les circuits électriques et bonjour le bon vieux système pneumatique. Comme ça, plus de problème de sel qui bouffe les circuits électriques, mais il fallait une douzaine de techniciens pour manipuler la bête des profondeurs. Ça y est, un système qui fonctionne. L'équipe du film a enfin son requin. Sauf que le système tombe en panne régulièrement et doit être souvent réparé. Un soir où Spielberg a testé le mécanisme, la curiosité de son ami George Lucas l'a poussé à se jeter dans la gueule du requin. Et non, ce n'est pas une expression. Et bien sûr, à ce moment-là, le requin se casse. Et comme un problème ne vient jamais seul,
Steven Spielberg découvre un article dans le Times Magazine avec une photo du mécanisme de son énorme jouet aquatique. La coupe est pleine, cela rend furax Steven. Déjà parce que le requin ne fonctionne pas, mais aussi cette révélation gâche le film car le spectateur ne verra plus un requin à l'écran, mais un robot. Le réalisateur pense alors qu'il faut faire le film, mais sans le requin. Ce qui donnera le résultat que l'on connaît aujourd'hui où le requin est suggéré, mais jamais réellement montré. Ce qu'il y a de génial dans cette histoire, c'est que c'est précisément ce qui fera le succès du film. Suggérer le monstre est bien plus terrifiant que de le montrer dès le début. Et ça, Spielberg s'en souviendra pour ses films suivants. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous dis à une prochaine fois. Ciao! Bon ben... C'était marrant. Il est où le magnou? Ils ont mangé le magnou?